Là, au deuxième, au-dessus de l'échafaudage. Vous allez voir. Elle est jolie, Marie. J'aimais quand elle ouvrait sa fenêtre et qu'elle me faisait signe de monter. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, il y a le mal de l'air, le mal de mer, et puis il y a le mal de bus. Tu pourrais pas t'arrêter un peu? Parce que Vous êtes prêts? C'est parti pour coup de tête. Alors, Coup de tête est une comédie dramatique française sortie en 1979 et réalisée par Jean-Jacques Hano. Né en 1943 dans l'Essonne, Jean-Jacques se passionne depuis son plus jeune âge pour le cinéma après avoir vu La Bataille du Roi de René Clément sortie en 1946. Après le bac, il s'inscrit à la prestigieuse école Louis Lumière, puis à l'IDEC, l'ancienne FEMIS dans la section réalisation où il sort major de sa promotion. Il suit également en parallèle des cours de théâtre et d'histoire dont il sort également diplômé à l'université de Sorbonne. Chapeau. Il se lance dans la réalisation au début des années 70, d'abord pour des spots publicitaires, obtenant souvent de nombreux prix pour son travail. Suite à cela, il rencontre un certain François Truffaut qui le met en lien avec le producteur Claude Berry, lui permettant de mettre en scène son premier long métrage, La Victoire en chantant. Comédie mettant en avant le colonialisme durant la Première Guerre mondiale en brossant avec tacle un portrait corrosif sur les colons et les différences culturelles entre l'Europe et l'Afrique à l'époque. Gros échec à sa sortie, le film gagne contre toute attente l'année suivante l'Oscar du meilleur film étranger, si bien qu'il aura droit à une nouvelle sortie en salle mais titrée cette fois-ci noir et blanc en couleur. À partir de là, la carrière du cinéaste est lancée et les années 80 vont faire confirmer Hano comme l'un des réalisateurs majeurs de l'Hexagone, tout en réussissant parfaitement à exporter ses films à l'étranger. En 1981, sa passion pour l'histoire lui permet de mettre en image l'aube de l'humanité avec La Guerre du Feu, César du meilleur film et du meilleur réalisateur ainsi que l'Oscar des meilleurs maquillages. Ce film unique offrant un voyage lointain de 80 000 ans dans le passé, racontant le quotidien et la survie de nos ancêtres homo sapiens, sera un succès mérité à travers le monde tout en faisant décoller la carrière d'un tout jeune Ron Perlman. Mais le mec ne s'arrête pas là dans les projets de plus en plus ambitieux. En effet, en 1986, il décide d'adapter à l'écran un roman jugé inadaptable pour le cinéma, Le Nom de la Rose. Tiré de l'œuvre de Umberto Eco et réunissant un gros casting, Sean Connery, Christian Slater, Ron Perlman, F. Murray Abraham et Michael Lansdale durant l'époque médiévale, où un franciscain et son jeune novice mènent l'enquête sur la mort mystérieuse de plusieurs moines dans une abbaye au nord de l'Italie, respectant dans les moindres détails la réalité historique de l'époque. Ce Sherlock Holmes d'un autre temps traite une intrigue policière avec tension et déduction jouant sur la violence explicite et les différents rapports de force par rapport à la religion, tout en délivrant une réflexion sur la foi, mais en gardant les éléments clés et le ton propre à l'écrivain. Le Nom de la Rose sera également un gros succès commercial, réalisant près de 5 millions d'entrées en France. Après cela, plus rien ne l'arrête et on continue de lui proposer des sujets qui sortent du lot. Dans son film suivant, sur la vie d'un animal par rapport au monde qui l'entoure, ainsi sort en 1988, L'ours. Suivant l'apprentissage d'un jeune ourson sur le bien et le mal ainsi que son rapport à la nature alors qu'en parallèle deux chasseurs sont à ses trousses, le film doté d'une photographie magnifique et d'une mise en scène inspirée évitant l'aspect documentaire, L'ours reste une expérience touchante, sans dialogue mais où la musique et l'imagerie remet cette innocence perdue à travers des sentiments forts comme la peur, l'amitié et la solitude. Un grand film et une fois de plus un gros succès avec cette fois 9 millions d'entrées en France et de nombreux Césars comme récompense pour le cinéaste. Si les années 90 sont plus difficiles pour le cinéaste enchaînant différentes œuvres à qualité variable, Jean-Jacques Hano ne se lasse pas de tourner car trouvant toujours de nouvelles histoires à raconter et qui le touchent au plus profond de lui. La guerre d'Indochine vue par Marguerite Duras avec L'Amant en 1992, 7 ans au Tibet où Brad Pitt interprète l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer effectuant une expédition au Tibet qui changera sa vie en rencontrant le Dalai Lama et dont il restera pendant 7 ans de 1944 à 1951. Stalingrad en 2001 racontant l'affrontement entre les nazis et les soviétiques durant la bataille de Stalingrad qui a eu lieu de juillet 1942 à février 1943. Ou encore la guerre du pétrole par deux émirs interprétés par Antonio Banderas et Mark Strong, se disputant un territoire pour raisons historiques durant les années 30 avec Or Noir sorti en 2011. Et enfin son dernier long métrage à ce jour, Le Dernier Loup en 2015. Un très beau film sur la relation entre un chinois et un jeune loup alors que son espèce est menacée par le gouvernement, voulant les exterminer en Mongolie durant la deuxième révolution culturelle
culturelle pendant les années 60. Une très belle œuvre que j'avais eu la chance de voir en avant-première en présence du cinéaste. À noter qu'il prépare le tournage de son nouveau film intitulé Notre-Dame brûle, biopic consacré à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a eu lieu le 15 avril 2019, pour une sortie fixée le 15 avril 2022, soit 3 ans après le drame si les problèmes liés au Covid seront réglés d'ici là. Souvent considéré comme le Kubrick français du fait de temps de préparation entre chaque film et dont il s'imprègne des histoires qui met le plus efficacement possible à l'écran, Jean-Jacques Hano est un vrai cinéman qui a souvent divisé mais qui a toujours voulu pousser plus loin le langage cinématographique français, quitte à tourner des productions étrangères, parfois classées de mondialisées mais lui permettant une reconnaissance internationale, lui donnant la chance de tourner avec les plus grands. Une carrière de plus de 40 ans qui n'est pas donnée à tout le monde et qui encore aujourd'hui arrive à renouveler son cinéma. Respect l'artiste. Et dans sa filmo se trouve une œuvre qui fait encore débat de nos jours puisqu'en 1979, il décide de montrer l'envers du décor sur le sport le plus populaire au monde, le football. Il dépêche un grand acteur en devenir mais qui partira bien trop tôt, le regretté Patrick Devers, pour raconter le combat d'un homme contre une ville entière mais qui, du jour au lendemain, deviendra une idole grâce à son talent au pied. Ainsi sort Coup de tête. Et pour m'aider dans ma chronique, j'ai la chance d'avoir comme invité un spécialiste de ce sport pour pousser plus loin mon analyse. Voici un Max de foot. Merci beaucoup Mister Cult. Alors je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Max, je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Un Max de foot et je vais vous parler de la partie football dans le film Coup de tête. L'histoire, François Perrin est ailier dans l'équipe de la ville de Trinquant. Lors d'un entraînement, il renverse pendant un contact Berthier, le joueur vedette. Suite à cela, il se fait virer de l'équipe puis de l'usine dont il travaille car le patron est également le président du club de foot. Déçu par les mentalités, il décide de quitter la ville mais au même moment, il est accusé à tort d'une tentative de viol et se retrouve sous les verrous. Cependant, lors d'un match de Coupe de France, le bus qui emmène l'équipe a un accident et à cause du nombre de blessés, il manque un joueur pour pouvoir jouer le match. Le staff décide donc de faire sortir Perrin de prison. Durant la rencontre, le joueur fait gagner son équipe en marquant les 2 buts de la victoire, mais malgré l'euphorie suite au match, François, n'ayant pas oublié ce qu'il a subi, va préparer sa vengeance contre toutes les personnes qui lui ont fait du tort dans la ville. Rarement mis en scène dans le cinéma français, Jean-Jacques Hano traite avec Coup de tête le football non pas comme une hymne sportif, mais plutôt comme une satire, révélant une image plutôt négative de ce sport, ce qui lui a été reproché à l'époque, avec comme vecteur le pouvoir de l'argent, le rapport à la foule et le star power qui peut changer du jour au lendemain. Parce qu'il faut pas oublier que le film sort dans les années 70 et à ce moment-là, le football français n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Une époque où l'équipe de France ne brillait mais alors pas du tout, c'était même la catastrophe. En revanche, c'était la grande époque des clubs et notamment de l'AS Saint-Etienne qui venait d'atteindre la finale de la Coupe d'Europe en 76, une finale qui avait rassemblé près de 20 millions de téléspectateurs à l'époque. Rendez-vous compte, c'était incroyable et c'était l'avènement du football comme étant un sport médiatique et dont on montrait de plus en plus les coulisses. Donc ce film sorti en 79, ça tombait vraiment à pic. Ça parlait aux gens. Un sport populaire, critiqué. D'ailleurs, faut savoir qu'à l'époque, le film Coup de tête a été très mal accueilli par le monde du football, que l'on montrait du doigt comme étant une satire injuste, très stéréotypée, mais en réalité, pour ceux qui ont vu le film Coup de tête, c'est pas du tout ça. En termes de qualité cinématographique, des films sur le foot, on peut pas dire qu'on ait été gâté, même s'il a été traité sous différents angles. Très souvent mis en avant de façon documentaire, avec les yeux dans les bleus racontant la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde 98, tournoi organisé chez elle, ou encore le sublime Maradona, légende du football argentin, sorti en 2008 et réalisé par Emir Kusturica, mais également par rapport à différents genres cinématographiques. De la quête du héros pour devenir un grand joueur avec la saga Goal, une trilogie assez inégale, en passant par une vision virulente des supporters avec l'excellent Hooligan, racontant le quotidien des hooligans, les supporters hardcore de certains clubs anglais, ici West Ham, où la fraternité du clan et les bastons règnent en maître. Soit on le mixe avec la comédie, quand c'est bien fait ça donne ça, quand c'est de la merde ça donne ça. Sur la crêpe, putain, tu parles d'une victoire. Voir également le fantastique avec l'excellent film d'horreur français Call of the Dead, football, zombies, j'ai vraiment besoin d'en rajouter, je ne crois pas. Et au milieu de tout ça, Coup de tête sonne comme une révolte, montrant que les magouilles ne sont pas juste liées au football professionnel, mais également au football amateur et dont François Perrin va en être la victime. Un homme qui par son caractère va re-questionner le système du football qui ne lui plaise pas pour ainsi réparer les injustices. C'est pas un film de foot. Ah non, non. C'est une comédie traitant de la satire sociale. On a d'un côté le petit bourgeois qui tient sa boîte avec ses ouvriers. À côté de ça, c'est le fameux président de club qui, vous savez, il fume son gros cigare au bord du terrain et qui regarde si tout se passe bien et qui prie tous les jours que son meilleur joueur ne se blesse jamais. Et de l'autre côté, on a l'ouvrier qui passe sa semaine à l'usine et qui le soir s'entraîne pour jouer son match de foot le week-end. Et avec le cliché du joueur de foot aux cheveux longs mal lavés
et la moustache, là je crois que le film Coup de tête a tapé en plein dans le mille. Et ce qui est fou, c'est que quand on regarde ce film, on a l'impression que c'est un film qui va parler d'un petit club amateur, qui va avoir une épopée extraordinaire en Coupe de France, et qu'on va le suivre tout au long de cette aventure. Et en fait, pas du tout. Nous avons besoin du téléphone. Oh, écoutez, monsieur, on joue ce soir en 16e de finale de la Coupe, mais il nous manque 2 joueurs. Alors, Ça m'est égal. C'est une urgence, monsieur. Car oui, clairement, des scènes de foot, il n'y en a que 2. Au début, avec l'entraînement et la pseudo-blessure de Berthier qui va être le déclencheur des misères de Perrin, et le match de coupe, superbement filmé d'ailleurs, multipliant les différents plans pour filmer le match le plus efficacement possible, plan rapproché pour être au plus près des joueurs, plan d'ensemble pour voir le combat des 2 équipes sur la récupération de balles, sans oublier ce montage alterné avec le public à fond pour soutenir son équipe, ben c'est tout. Pas d'autre entraînement, pas de match retour, rien. Ça ne va pas être simple maintenant de le refoutre en tôle. Je te le fais pas dire, mon gars. Un film ancré dans son époque par les maillots, les coupes de cheveux improbables des joueurs, l'ambiance du vestiaire et surtout la passion qui se dégage aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Écrit par un certain Francis Weber, le scénario se joue des stéréotypes pour mieux les retourner contre eux, notamment dans sa dernière partie où après que le joueur ait invité tout le monde au resto, il leur avoue qu'il va se venger sur toutes les personnes autour de la table qui, chacun, à un moment donné, a été une des sources de ses malheurs. Remarque, t'as de la chance parce que en prison, il y a une équipe de foot, alors comme ça, tu pourras t'entraîner. Hein? L'ennui, c'est qu'ils ont laissé les poteaux de basket au milieu du terrain, mais tu te démerderas, toi. Hein? Mais finalement, plus de 40 ans après, les enjeux posés sont encore d'actualité chez certains clubs où la culture du pognon et de la popularité a pris le pas, bien sûr pas chez tout le monde, je ne généralise pas, sur l'envie de simplement taper dans un ballon et de prendre plaisir à mouiller le maillot avec ses potes pour faire gagner son équipe. Les fans de sport pourront y trouver leur compte, mais je trouve que dans ces thématiques, Coup de tête peut s'adresser à tous, montrant un homme se faisant bannir car ne se soumettant pas aux règles sociales pour devenir un héros quelques jours après. Par sa portée critique, Jean-Jacques Hano n'hésite pas par le biais de sa mise en scène à extrapoler son discours via une pointe d'ironie et de quelques gags bien sentis. Notamment le jour J où Perrin avait dit qu'il s'en prendrait aux gens qu'il déteste pour les mettre face à leurs responsabilités. Et pour tout ça, il nous fallait un grand acteur pour nous faire avaler la pilule. Sans aucun doute, Patrick Devers tient le film par ses épaules. François Perrin, qui est interprété par l'excellent Patrick Devers, qui nous a quittés bien trop tôt. Il passe vraiment pour le bouc émissaire, le mec qui n'a rien demandé, mais que tout le monde au sein du club veut virer. On veut trouver tous les moyens possibles. Le chantage, la mauvaise foi, et surtout une bonne dose d'humour et de punchline, histoire de faire sourire le téléspectateur. De ce point de vue-là, c'est vraiment réussi. Parfaitement dirigé, il incarne à la perfection ce héros du peuple, le jeune franchouillard qui ne baisse pas son froc à n'importe qui, pouvant nous faire croire n'importe quoi juste en grimpant le sommet d'une échelle sur le coin d'un balcon. Ça fait 2 mois que je suis en prison. Pour un viol que j'ai pas commis. Je suis venu pour réparer. On a souvent tendance à dire que Coup de tête est un grand petit film. Par petit film, je parle de petit budget, économie de moyens et sans grande exploitation médiatique. En revanche, il est, et c'est certain, une grande comédie, drôle, originale, bien écrit et bien interprété par la qualité de son casting. Jean Bouze, Michel Aumont et France Dougnac entre autres. Un jour, il y a eu une bagarre de bébé. On a été 3 ou 4 à casser notre bracelet. Et la voisine qui savait plus où elle en était, elle en a pris un au hasard. N'importe quoi. S'étant renseigné parmi certains clubs, Jean-Jacques Hano a voulu être fidèle sur la vision du foot et de l'ambiance qui s'en dégage. Que ce soit au stade, dans les bars, la fameuse 3e mi-temps, les quarts des supporters, sans oublier la fête après la victoire, bref, toute la magie de la Coupe de France. Même si à l'origine, Jean-Jacques Hano, il s'est inspiré de l'épopée de l'En avant Guingamp en 1973, lors de la Coupe de France. D'ailleurs, dans Coup de tête, le club s'appelle Trinquant. Trinquant, Guingamp, voilà, le clin d'œil est tout trouvé. Voulant se démarquer du cinéma de la nouvelle vague qui dominait encore le cinéma français à l'époque, Jean-Jacques Hano se lâche visuellement dans le choix des cadres, le montage et le rythme. En effet, sans mettre beaucoup de scènes de foot, le film est entraînant du début à la fin car on veut savoir ce que Perrin va préparer comme vengeance dans les dernières minutes. Coup de tête pourrait-il se tourner aujourd'hui alors que le football amateur est dans le dur, alors qu'à côté les multinationales détiennent les plus grands clubs et les grosses chaînes de diffusion? La question mérite d'être posée. On t'a sorti la tête de l'eau, mais je peux dire que tu reviens de loin. Hein. Le président, lui, il voulait t'enfoncer. C'est grâce à nous si t'es là. Alors comment t'as intérêt à faire le match de ta vie? Compris, Coco? Ouais. Messieurs, dames,
il est l'heure de conclure. Classique du film de sport, mais néanmoins petit succès à sa sortie, Patrick Devers ayant refusé d'en faire la promo. Coup de tête est aujourd'hui reconnu à sa juste valeur, étant très souvent diffusé à la télé et toujours avec des audiences importantes, à la fois drôle, touchante, mais également sombre sur les mentalités néfastes que ce sport peut avoir sur les gens. Seul film contemporain dans la filmographie du réalisateur, Hano délaisse la nature, l'histoire ou encore la religion, encore que pour certains le foot en est une, pour mettre à l'image une comédie un brin outrancière, mais jubilatoire dans sa façon très subtile de garder tout le long du métrage un sentiment d'empathie et de sympathie à l'égard de François Perrin pour le spectateur. Évitant l'aspect d'un cinéma franchouillard pour une œuvre forte qui sonne dans toutes les têtes, accentuée par cette musique fredonnante à la conception simpliste, mais dans l'esprit d'un vrai champion. Dénonciation des mauvaises influences, des magouilles et du comportement nocif des supporters, l'œuvre de Jean-Jacques Hano tape là où ça fait mal tout en nous faisant rire et c'est ça sa plus grande force. Coup de tête est un film culte à découvrir d'urgence. Inutile de vous dire qu'après cet exploit, j'ai eu du mal à retrouver du boulot dans la région. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, Coup de tête, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films sur le sport, en particulier sur le football, celui-ci est une référence absolue. Je remercie également un Max de Foot pour sa participation et je vous encourage à jeter un coup d'œil à son travail. J'espère qu'en tout cas, je vous aurai donné un peu envie de voir le film. Moi, je vous conseille vraiment de le regarder, que vous aimiez le foot ou pas. Vous allez vraiment passer un bon moment. Voilà, merci Mister Cult, à bientôt. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.